Bonjour tout le monde. Alors ça y est, on inaugure finalement cette série dans laquelle je vous présente des livres qui parlent des psychotropes, principalement en histoire, mais pas que. Désolée, je voulais faire ça il y a bien longtemps, mais je suis débordée de travail en ce moment, donc voilà, j'ai pris un petit peu de retard. En tout cas, pour inaugurer du coup ces vidéos-là, j'avais envie de vous présenter les trois livres qui pour moi sont les plus importants pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui de renaissance psychédélique, donc ce moment où la science occidentale s'intéresse à nouveau à ces substances, que ce soit dans les domaines biomédicaux, donc les neurosciences, la médecine, mais aussi l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, etc. Donc voilà, je vais vous présenter, c'est les trois premières vidéos, elles seront sur les trois livres qui pour moi sont vraiment les plus importants, les livres essentiels pour comprendre ce que c'est que les psychédéliques aujourd'hui en Occident et quelles recherches on fait, quels biais aussi il peut y avoir dans ces recherches-là, quels questionnements on peut avoir sur ces produits. Donc, je présente d'abord des travaux qui parlent des recherches scientifiques parce que c'est mon domaine, c'est mon expertise. Moi, je suis historienne de la médecine, donc je lis principalement des travaux dans ce domaine-là, même si les usages festifs, les usages récréatifs, expérientiels, mais aussi peut-être spirituels, mystiques, etc., ça m'intéresse par ailleurs. Évidemment, c'est pas la majorité des livres que je lis. Donc, je vous présenterai évidemment d'autres livres qui parlent de l'histoire de la MDMA dans les clubs, du LSD à Goa, etc. Mais voilà, pour les premières vidéos, j'avais envie de vous montrer les livres qui, pour moi, au quotidien, sont les plus importants. Donc le premier, celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui-là, qui s'appelle Psychedelic Psychiatry. C'est un livre de l'historienne Erika Dick. Ensuite, dans la prochaine vidéo, on regardera ce livre-là, Neuropsychedelia de l'anthropologue allemand Nick Langlitz, qui est vraiment un livre passionnant mais très très exigeant. Et puis enfin, on regardera ce livre-là qui vient de paraître, Psychedelic Outlaws, de la sociologue Johanna Kempner, qui est un livre très important, qui était très attendu aussi, parce qu'il comble un manque dans la recherche sur les psychédéliques, parce que Psychedelic Outlaws, ça veut dire les hors-la-loi psychédéliques, et elle suit en fait pendant plus d'une dizaine d'années un groupe de patients qui sont atteints d'algie vasculaire de la face et qui vont produire leur propre protocole d'essai clinique pour démontrer l'efficacité thérapeutique de la psilocybine. Donc ça comble un manque parce qu'elle va montrer ce qu'on ce pour lequel il y avait encore pas un grand nombre d'études, toute la partie underground de l'usage des psychédéliques et qui est évidemment essentielle dans ce champ. Voilà. Alors, on revient donc du coup sur ce premier livre de Erika Dick, qui est paru en 2008. C'est issu de sa thèse de doctorat en histoire, donc qu'elle a soutenue en 2005. Erika, c'est une historienne canadienne qui est la principale historienne des psychédéliques aujourd'hui et qui a été la pionnière des travaux sur ces substances et de l'histoire de leur usage en médecine. Alors, il y avait déjà eu des, euh, euh, des travaux historiques qui avaient été faits sur cette histoire-là, mais comme je l'ai montré dans la vidéo introductive à cette série sur l'historiographie des psychotropes, ces recherches, elles sont pas faites par des historiens et des historiennes de profession, et donc elles contiennent beaucoup de biais. Donc je vous recommande, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais je vous recommande d'aller voir si vous l'avez pas vu, d'aller d'abord voir la vidéo sur l'historiographie, parce que je pose un petit peu les bases de tout ce que je vais vous raconter ensuite dans les vidéos ultérieures, et notamment le fait que ces livres ne sont pas traduits et les enjeux que ça pose pour la recherche en général, puisque vous voyez qu'on 20 ans plus tard, le livre aussi important d'Erika Dick n'est toujours pas traduit en français. Donc, c'est la première à faire ces recherches-là. C'est donc une vraie pionnière hein, et elle va permettre à tous les historiens et les historiennes, mais aussi tous les chercheurs, tous les médecins qui travaillent dans ce champ de comprendre vraiment cette histoire des psychédéliques en médecine, les raisons qui ont fait qu'on a arrêté ces études-là. Et c'est grâce à elle, en fait, en partie, que la renaissance psychédélique aussi peut se dérouler comme ça, parce qu'on comprend pourquoi ces substances ont été utilisées et les raisons qui ont causé leur arrêt, l'arrêt de leurs études. Donc c'est une pionnière, mais elle arrive aussi à un moment très important quand elle fait sa thèse, puisque les acteurs et les actrices de ces recherches sont toujours vivants, ce qui est plus le cas pour moi qui arrive 10 ans plus tard. Donc elle a pu faire des entretiens avec les personnes sur lesquelles elle travaille, ce qui est hyper riche, hyper précieux d'avoir ça à disposition. Donc c'est un livre qui
par ce simple fait, est absolument passionnant parce qu'elle a pu donc faire des interviews de ces personnes-là. Alors, elle travaille dans ce livre sur une équipe de recherche particulière, qui est l'équipe dirigée par Humphrey Osmond et Abraham Hofer dans l'hôpital de Weyburn à Saskatchewan, au Canada. Donc Saskatchewan, c'est la province en plein milieu du Canada où vit Erika Dick, où moi aussi je suis ici là en ce moment pour faire mon post-doctorat. Et pour des personnes qui connaîtraient pas bien l'histoire des psychédéliques, ça peut paraître bizarre de faire une étude aussi pionnière, aussi importante sur une obscure équipe de recherche au Canada. Mais en fait, il faut vraiment se remettre dans l'époque. L'équipe de Humphrey Osmond et de Abraham Hofer, c'est l'équipe la plus importante des 2 décennies de recherche sur les psychédéliques dans le monde. C'est l'équipe la plus importante avec celle de Ronald Sandison qui, lui, travaille en Angleterre. Alors, Ronald Sandison en Angleterre, c'est le premier à décrire une méthode de psychothérapie assistée par psychédéliques. Pour celles et ceux qui connaissent mon travail, vous savez qu'à l'origine, les psychédéliques étaient utilisés dans le cadre des thérapies de choc, c'est le modèle de la psychiatrie de cette époque-là. Et donc, il faut une évolution pour se dire, tiens, mais en fait, peut-être on pourrait administrer ces substances-là pour approfondir la psychothérapie. Et c'est ce que va faire Sandison. Il va développer cette méthode-là qu'il va appeler la thérapie psycholytique. Donc lui, il développe une technique qui repose sur l'administration de faibles doses augmentées progressivement, donc avec un grand nombre de séances qui visent à l'approfondissement de la psychothérapie. Et ces techniques-là, elles vont se diffuser principalement en Europe. Donc ça, c'est la première équipe qui, à partir de 1954, est la plus importante en Europe. Et puis du côté nord-américain, c'est l'équipe de Humphrey Osmond et d'Abraham Hofer qui, eux, vont développer une autre méthode de psychothérapie assistée par psychédélique, qui est la thérapie psychédélique. Je sais, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre qu'ils aient choisi ce nom-là. Donc cette thérapie psychédélique qui est celle qui est la plus employée aujourd'hui, qui repose sur l'administration de 1 à 3 fois de fortes doses de psychédéliques. Et là, le but, c'est vraiment de provoquer une expérience radicale, profondément transformatrice. Donc, vous voyez l'importance qu'a eu cette équipe de recherche, puisque c'est eux qui ont développé la technique, la méthode qui est employée aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, c'est eux aussi qui inventent le terme psychédélique. Donc là aussi, évidemment, ça a une importance évidemment considérable. Donc, cette équipe de Weyburn, qui est constituée de Humphrey Osmond et de Abraham Hofer, qui sont 2 psychiatres anglais, qui sont recrutés pour venir travailler à Saskatchewan, à une époque où il y a un nouveau gouverneur de la province qui est de gauche, ou de gauche pour les Canadiens, qui met beaucoup d'argent dans la santé en général. C'est lui qui va créer Medicare au Canada, mais aussi dans la santé mentale. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui se font très innovantes au Canada à cette époque-là en termes de santé mentale. Et c'est dans ce cadre-là que cette équipe va du coup avoir les moyens de réaliser ces recherches qui sont extrêmement importantes. Donc, ils vont être essentiels dans la recherche médicale, mais ils vont aussi être essentiels parce qu'ils vont donner des psychédéliques à plein d'acteurs très importants, notamment Aldous Huxley. Donc c'est Humphrey Osmond qui amène de la mescaline à Aldous Huxley en 1953. Sans Osmond, eh ben, peut-être que Huxley aurait jamais fait cette expérience-là, du coup qu'il aurait jamais écrit Les Portes de la Perception et qu'il serait resté dans cette conception très péjorative qu'il avait des psychotropes et qu'on peut voir dans Le Meilleur des mondes. Donc l'histoire des psychédéliques en aurait été très très différente certainement. Et puis c'est aussi eux qui vont recruter Timothy Leary. Donc là aussi pareil, l'importance que Timothy Leary a eu ensuite dans l'histoire des psychédéliques, et ben cette histoire elle aurait été très différente s'il n'y avait pas eu cette équipe de Saskatchewan à l'origine. Donc, Erika va montrer toutes ces recherches qui se font à Weyburn et notamment donc l'équipe s'occupe surtout de patients qui sont atteints, qui sont dépendants à l'alcool. Et ces patients-là, à l'époque comme aujourd'hui, ils sont considérés comme parmi les plus difficiles à traiter parce qu'on n'a pas vraiment de thérapie qui fonctionne avec eux. Et donc, à l'origine, ils utilisent la mescaline et le LSD dans le cadre des thérapies de choc. Donc, sans donner d'informations particulières, ils laissent les patients tout seuls dans leur pièce et ils attendent que l'expérience provoque un choc. Le truc, c'est que Osmond, Hofer et puis tous les membres de l'équipe, ils auto-expérimentent aussi de leur côté. Donc, ils font des séances où ils sont chez eux, dans leur salon, avec leurs femmes, avec des amis. Et
ces expériences-là, elles sont extrêmement positives, elles sont euphoriques, lumineuses, joyeuses. Euh, ils ont plein de qualificatifs très positifs pour les décrire, et c'est pas du tout le cas de leurs patients. Leurs patients, ils ont plutôt des réactions à tendance anxieuse. Ils pleurent, ils ont vraiment peur parfois de ce qui est en train de se dérouler, et donc ils observent ce décalage et ils se disent bon, peut-être qu'on peut trouver une autre manière en fait d'administrer le LSD, et donc ils vont développer petit à petit les techniques qu'on va appeler plus tard du set and setting. Ils vont développer ces techniques-là notamment avec un personnage un peu obscur des psychédéliques qui s'appelle Al Hubbard, qui est un ingénieur américain, qui est, je ne sais plus s'il est millionnaire ou s'il est milliardaire, il a beaucoup d'argent, et il va se donner comme mission de développer la recherche sur les psychédéliques. Donc il va aller travailler avec eux à Saskatchewan, et puis ensuite il va partir à Vancouver. Mais donc voilà, avec Alucard, ils vont développer plein de techniques, notamment écouter de la musique, rester en permanence avec les patients. Ça, c'est une technique qui est proposée par la psychologue américaine Betty Eisner, avec laquelle ils sont très proches. Donc voilà, ils vont mettre en place plein de techniques du set and setting pour améliorer les séances avec ces patients. Et ce qui est intéressant, c'est que donc cette évolution est basée sur leurs auto-expérimentations. J'ai déjà parlé de ces questions d'auto-expérimentation, si ça vous intéresse. C'est tout à fait normal à cette époque-là pour les scientifiques et les médecins d'auto-expérimenter. C'est attendu parce qu'on considère que l'expérience, elle est ineffable, donc on ne peut pas la retranscrire par des mots, ce qui fait qu'il faut avoir une expérience personnelle. Et c'est même dans la notice du LSD qui est vendu par le laboratoire Sandoz, c'est marqué qu'il vaut mieux que les psychiatres aient une expérience personnelle. Donc, Erika développe toutes ces recherches, montre le foisonnement de travaux qu'il y avait à cette époque-là, avec des résultats extrêmement positifs, qui sont d'ailleurs un petit peu controversés, puisque avec ces patients dépendants à l'alcool, ils ont certaines études où ils présentent 90% de réussite, ce qui est énorme en fait, et paraît un peu certainement exagéré, mais en tout cas, ils présentent des résultats très positifs. Mais elle montre aussi, il y a déjà en fait tout, moi ce que je trouve hyper intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il y a déjà un peu tous les intérêts de Erika qui sont posés dans ce livre, qui est le premier en fait, c'est le livre qui est issu de sa thèse, donc c'est son premier travail, et on voit déjà tous ces intérêts qui émergent, et notamment son intérêt pour la place des femmes dans cette histoire-là. Parce que je vous disais, donc Erika fait des entretiens avec Abraham Hoffer, avec Humphrey Osmond et avec les autres membres de l'équipe, et souvent dans ces entretiens, dans un coin de la pièce, tout au fond, il y a l'épouse de la personne qu'elle est en train d'interviewer qui est là et puis qui écoute et de temps en temps qui apporte des éléments d'information et qui dit non, tu te souviens pas bien, c'est pas exactement telle date ou c'est pas exactement telle dose. Donc elles sont là et elles corrigent et elles, elles améliorent les témoignages de leurs époux. Et en fait, ce qu'elle comprend, c'est que ces femmes-là, elles ont été presque aussi importantes que leurs époux dans le développement de ces recherches-là, parce que donc elles ont pris du LSD avec eux, elles les ont ensuite citées, donc elles ont été la personne qui les accompagnait quand eux faisaient des expériences individuelles pour développer pour la compréhension des effets du LSD. Elles étaient là, elles prenaient des notes, elles les réconfortaient, elles les accompagnaient dans l'expérience, donc elles ont aussi développé ces techniques du set and setting. Ensuite, c'était elles qui tapaient à la machine les articles et les livres de leurs époux, donc c'est aussi pour ça qu'elles avaient une meilleure mémoire des faits que leur mari. Et finalement, ces femmes-là, elles sont totalement invisibles, elles sont jamais citées dans les travaux. Et donc, si Erika n'avait pas mené ces entretiens, en fait, elle se serait jamais rendue compte du fait que il y avait beaucoup de femmes en arrière-plan, que ce soit les épouses de ces hommes-là, de ces chercheurs, mais aussi les infirmières qui en fait avaient une place centrale. Et elle va par exemple découvrir l'infirmière Kay Parley, qui est toujours vivante aujourd'hui, que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière, qui vient de fêter ses 102 ans là, il y a un mois. Et donc, qui est parlé, qui était dans cette institution à Weyburn au Canada, dans l'hôpital de Humphrey Osmond, et qui a participé à ces recherches et à ces administrations de LSD, et qui, voilà, sans les témoignages de ces femmes, aurait été totalement invisible, en fait, parce qu'elle n'est jamais citée non plus, évidemment, en tant qu'infirmière, elle n'est jamais citée dans les travaux, dans les articles, dans les livres qui sont publiés. Donc, on voit déjà cet intérêt dans le livre de Erika qu'elle va développer année après année, et jusqu'à aboutir à la création d'une série sur le site Chacruna en 2020 qui s'appelle Women in Psychedelics, dans lequel il y a
des dizaines et des dizaines de petits articles qui sont en anglais, qui sont pas traduits, de petits articles qui viennent présenter l'histoire des psychédéliques du point de vue des femmes qui y ont participé, donc que ce soit les épouses des chercheurs et des médecins, mais aussi les médecins et les psychiatres elles-mêmes qui participaient à cette recherche, les infirmières, mais aussi les psychonautes, les artistes, bref, toutes les femmes qui sont très importantes évidemment dans le champ des psychédéliques, mais qui sont invisibilisées dans une société patriarcale. Ce livre, il a été adapté en livre, je vous le présente ici, donc c'est Women in Psychedelics. C'est un livre génial, donc il y a plein, c'est pas tous les articles, mais une partie des articles qui sont sur chacuna qui sont dans ce livre-là. Il a été traduit en espagnol, il va être traduit en italien, je crois qu'il y a une version portugaise en préparation. Il n'y a toujours pas de préparation, de version française en cours. J'ai essayé, mais voilà, il n'y a aucune maison d'édition que j'ai contactée qui est intéressée pour ça. Donc voilà, toujours un problème de ces traductions, mais en tout cas, c'est un contenu qui est très intéressant et qui est disponible du coup gratuitement en ligne si vous le souhaitez. Donc, ces recherches, elles sont très importantes. Vous voyez qu'il y a une attention très particulière aux patients qui se créent dans cette équipe, qui n'existe pas dans d'autres équipes. Par exemple, en France, on n'a pas ce type de recherche-là. Et ça va très loin puisqu'ils ont même donné du LSD à un architecte pour qu'il construise les plans d'un hôpital qui soit plus bienveillant, moins anxiogène pour les patients. Un hôpital qui a été construit. Donc, vous voyez à quel point ils ont été importants. Ils ont développé la technique de la thérapie psychédélique. Ils ont inventé le mot psychédélique, ils ont donné du LSD à Huxley, ils ont recruté Timothy Leary. Puis voilà, tout le champ des psychédéliques, que ce soit de la recherche ou plus globalement euh, de la philosophie des psychédéliques est impacté par leur travail, mais ils ont aussi un impact pour les usages traditionnels, euh, notamment au Canada. Alors au Canada, dans les années 50, il y a la Native American Church, c'est une religion syncrétique qui s'est développée peut-être au cours du 19e siècle, c'est difficile d'avoir des traces plus anciennes, et qui met au cœur de sa pratique l'usage de peyote. Donc c'est une religion qui prend des éléments de la religion chrétienne et des éléments euh, voilà, d'usage spirituel et rituel du peyote. Donc le peyote, c'est le cactus dont on tire la mescaline. Et dans les années 50, cette religion, elle est victime de stigmatisation de la part du gouvernement canadien qui voit des pratiques indigènes inférieures qu'il faut absolument condamner. Il dénonce des orgies, des moments de débauche terribles et donc ils font de la propagande dans la presse pour essayer d'interdire ces pratiques-là. Euh, le président de la Native American Church, qui s'appelle Frank Tex Gunn, entend parler de ces recherches qui se font à Saskatchewan avec la mescaline, donc la substance qui est issue du cactus que eux utilisent, et il se dit en dernier recours, bah, je vais essayer de contacter cette équipe-là. Donc il leur écrit pour leur dire voilà, euh, je vous invite, si vous voulez, à venir assister à une cérémonie au peyote. Vous, en tant que blanc, en tant que psychiatre, vous aurez plus de poids. S'il vous plaît, venez voir et témoigner du fait que c'est pas des orgies, c'est pas de la débauche, c'est des cérémonies religieuses et il faudrait qu'on ait le droit de pouvoir continuer à faire ça et qu'on ait le droit à pouvoir aller aussi chercher le peyote dans les régions où il pousse parce que le peyote évidemment ne pousse pas au Canada. Les populations des Premières Nations, c'est des populations qui sont nomades et qui traditionnellement voyageaient du Canada jusqu'au moins au Mexique et donc ont ces traditions qui sont peut-être centenaires, mais une fois que les Blancs sont arrivés et ont mis des frontières, et ben, ils n'ont plus eu le droit de se déplacer. Et puis en plus, ils ont été parqués en réserve et le peyote était considéré comme un stupéfiant, donc une drogue très dangereuse, il faut jamais l'utiliser, etc. Donc ils étaient empêchés de pouvoir aller chercher le peyote au Mexique ou au sud des États-Unis. Donc ils invitent cette équipe de Weyburn à assister à une cérémonie et Humphrey Osmond, Abraham Hoffer et les autres vont venir en 1956. Ils vont passer une nuit dans un tipi au son des tambours et ils vont assister à cette cérémonie. Ils vont y participer, ils vont prendre du peyote le même et à la suite de ça, ils vont écrire au gouvernement canadien pour essayer d'obtenir le droit pour ces
population à utiliser le peyote de manière rituelle. Ça va prendre des décennies, mais finalement, ils vont finalement avoir cette autorisation. Et malheureusement, c'est toujours très stigmatisé aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance cet été de participer à une de ces cérémonies. Les descendants de cette famille-là nous ont invités avec Erika Dick et d'autres membres de l'université à venir assister. Et c'était une expérience bouleversante. Et en fait, malheureusement, ils nous ont invités à la fois pour remercier Erika parce que Erika a retrouvé en fait des photos de cette cérémonie de 1956 dans les archives. Le problème, c'est que non seulement les personnes de la Native American Church ne sont pas identifiées, mais en plus, on les appelle les Indiens. Alors, les Indiens, ils sont en Inde, hein. Les peuples des Premières Nations, ils sont très nombreux, mais c'est pas des Indiens. Donc, elle a ramené, fait développer ces photos-là, elle leur a ramené pour pouvoir les identifier, puis elle leur a donné surtout parce qu'ils n'avaient pas de traces de cette séance. Et pour la remercier, ils l'ont invitée à venir participer à une de ces cérémonies, mais c'était aussi parce que un des membres de leur communauté qui travaille à l'université est stigmatisé. Ça, c'est su qu'il fait ces cérémonies au peyote aujourd'hui. Et malgré le fait qu'aujourd'hui ce soit autorisé par le gouvernement canadien, il est stigmatisé, c'est considéré par ses collègues comme des pratiques de défonce, et donc voilà, il nous invitait aussi un petit peu pour que nous, en tant que blancs, en tant qu'universitaires, on puisse à nouveau témoigner du fait que voilà, il n'y a aucun risque et que ça se passe bien et qu'il faut les laisser tranquilles et surtout pas les stigmatiser surtout. Voilà. Donc, elle décrit aussi du coup toute cette histoire-là avec la Native American Church qui est évidemment très importante. Et puis finalement, Erika montre aussi les raisons qui ont causé la fin des recherches qui étaient pourtant si positives. Ça paraît bizarre. Bon, aujourd'hui, on commence un petit peu mieux à comprendre, grâce aux travaux d'Erika, mais aussi à plein d'autres travaux ultérieurs, on comprend toutes les raisons qui ont causé la fin des études scientifiques et médicales sur les psychédéliques. Mais avant les travaux d'Erika, eh ben, c'était un petit peu l'imaginaire collectif qui disait, oh, bah, finalement, c'était juste le gouvernement qui voulait lutter contre les hippies et qui a interdit les psychédéliques et qui donc a interdit la recherche. En fait, c'est pas seulement ça, il y a aussi plein de problèmes liés à la recherche en elle-même et aux protocoles de recherche qui sont développés, qui ne sont plus assez rigoureux à l'égard de la science occidentale, avec la mise en place des essais randomisés en double aveugle, qui ne sont pas efficaces pour montrer l'efficacité des psychédéliques, avec aussi la critique d'un certain enthousiasme des chercheurs, une partie des chercheurs qui sont trop enthousiastes et qui seraient peut-être pas assez objectifs dans les études qu'ils présentent. Et puis la, le fait que dans les années 60 se développe aussi l'usage des médicaments psychotropes, donc les neuroleptiques, mais aussi les anxiolytiques et les antidépresseurs, qui sont beaucoup plus faciles à utiliser pour les médecins que les psychédéliques. Alors évidemment, ça ne soigne pas la maladie, ça permet juste de mettre une chape de plomb et de dire ce problème-là, on le met de côté et on ne s'en occupe plus. Et c'est très bien, c'est très important que ça existe. Mais de fait, c'est moins coûteux. À court terme, c'est beaucoup plus efficace et ça permet aux gens d'être renvoyés au travail, d'être renvoyés à la maison pour s'occuper des enfants et faire à manger pour les femmes et de pas gérer en fait le problème qu'il y a à l'origine des troubles psychiatriques qui se développent. Et donc, il y a aussi un choix qui a été fait à cette époque-là d'aller plutôt vers les médicaments psychotropes par rapport aux thérapies assistées par psychédéliques qui prenaient beaucoup plus de temps, qui engageaient beaucoup plus aussi les psychiatres dans la démarche. Donc voilà, Erika montre aussi déjà nuance le fait que oh, c'est juste les hippies, non, c'est pas que les hippies les raisons de la fin des recherches, et montre la diversité des raisons en fait qu'il y a derrière l'arrêt de ces études, qui se fait pas brutalement, hein, au contraire de la France où à partir de 1967 toutes les études s'arrêtent. Aux États-Unis, au Canada, en Angleterre encore plus, les études continuent jusqu'à la fin des années 70 et en fait recommencent en Suisse dès la fin des années 80. Donc vous voyez aussi que cette idée de rupture est pas si nette. En tout cas, voilà, le livre d'Erika, je vous le remontre une dernière fois, il va montrer, il part de la découverte de ces substances pour l'Occident, montre toutes les études, l'importance de ces recherches-là, et puis la fin de cette période de l'âge d'or des recherches sur les psychédéliques. Alors c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été réédité. Moi j'ai la première édition, je suis trop fière. J'avais pas pu l'acheter quand je faisais ma thèse parce que ça coûtait trop cher. J'avais pas d'argent pour acheter des livres quand je faisais ma thèse, donc j'avais pu le faire acheter par ma fac, j'avais pu le lire, mais je l'avais pas et quand je suis arrivée ici, elle me l'a offert, donc je suis très heureuse. Mais oui, donc il a été réédité, si vous voulez l'acheter, il est disponible. Il a aussi été adapté en BD.
Donc c'est cette BD-là. Je vous mets toutes les références dans la description, hein. C'est une BD qui est super bien faite et qui, pour le coup, pour les personnes qui parleraient pas très bien, alors je dirais, il faut avoir un niveau fin de collège, lycée. Vous voyez, il y a pas beaucoup de texte. Je vous montre un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de texte. Et ça présente vraiment toute l'histoire des psychédéliques, de la recherche. C'est hyper bien fait. Donc c'est basé sur le livre de Erika. Et puis il va y avoir aussi, il y a eu plein d'autres livres hein, qui sont issus de cette recherche. Et il va y avoir normalement une adaptation en série sur Netflix dans les prochaines années. Donc j'ai trop hâte de voir ça arriver. Et puis évidemment, le travail d'Erika, comme le travail de beaucoup d'historiens et d'historiennes, malheureusement, il tombe très vite dans les savoirs communs. Et donc, il se fait plagier en permanence, notamment par Michael Pollan, qui plagie des passages entiers du livre de Erika dans son livre à lui, sans la citer du tout. Et du coup, elle s'est un peu insurgée de ça. Elle l'a contacté pour dire, hé, c'est mon travail, ça, en fait. C'est mes recherches. Ce serait bien de dire mon nom quand même à un moment. Et dans la série Netflix, la série de documentaire How to Change Your Mind, qui a été adaptée du livre, du coup, il présente le livre à un moment, il le montre, mais il est à l'envers, on voit même pas le titre. Bref, c'est un scandale. Donc, voilà, le travail d'Erika, vous le voyez souvent sans qu'il soit mentionné. En fait, il y a plein de travaux qui se servent de ces recherches-là, des résultats de sa recherche, sans la citer, sans même savoir peut-être que c'est elle qui a produit ces recherches-là en premier lieu. C'est assez révoltant, ça me met en rage à chaque fois. Souvent, son nom, il est mal orthographié. Enfin, il y a vraiment essayez, s'il vous plaît, si vous êtes chercheur, chercheuse, essayez de vraiment euh, citer correctement Erika. C'est une meuf super en plus et elle a fait un travail formidable. Elle fait un travail formidable depuis plus de 20 ans sur les psychédéliques. Ça serait bien qu'elle soit un peu mieux connue, notamment par le public français qui la connaît assez peu. Elle a plein de conférences en ligne si ça vous intéresse. Et puis, sur YouTube. Et puis, je vous montre deux des derniers livres qu'elle a fait paraître. Elle est très productive, hein, il y a énormément de bouquins. Donc il y a ce livre-là, qui est un livre collectif qui s'appelle Expanding Mindscape, A Global History of Psychedelics. Donc c'est un très gros livre, avec une attention pour sortir de la focale nord-américaine sur les psychédéliques. Donc il faut arrêter de parler que des États-Unis et éventuellement du Canada. Il y a eu des recherches au Japon, il y a eu des recherches euh, en Chine, en Iran, bref, en Argentine. Voilà, il y a eu des recherches partout dans le monde et donc ce livre-là s'attache à vraiment montrer la diversité géographique des recherches sur les psychédéliques et pas que de la recherche d'ailleurs, en fait, des psychédéliques en général, hein, de l'usage de psychédéliques, que ce soit dans des recherches cliniques, mais aussi des expérimentations, des usages traditionnels, cérémoniels, etc. C'est un livre qui est disponible en ligne gratuitement. Donc, vous pouvez y avoir accès gratuitement. C'est assez exceptionnel pour ce type de Global History of. Par exemple, le Global History of Cannabis, je crois que le livre, il coûte 200 livres ou 200 $. Voilà, c'est plutôt ces tarifs-là normalement. Donc là, son livre, il est accessible en ligne gratuitement. Je vous mets le lien. Et puis, elle vient de faire paraître ce livre-là aussi, Visual Odyssée des psychédéliques. Et donc là, c'est pareil, si vous lisez pas l'anglais, c'est vraiment plus un livre d'illustrations, de photos, de dessins, de publicités, de propagande sur les psychédéliques. Voilà, c'est un livre très riche et très joli. Et je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais en fait, la tranche, elle est en arc-en-ciel. Voilà, c'est un petit détail que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné envie de lire le travail d'Erika. Moi, j'adore vraiment ses recherches, hein. Je la connais depuis longtemps, j'ai eu la chance incroyable de travailler avec elle aujourd'hui. Elle écrit très bien, elle a un style littéraire. Souvent, quand on lit des travaux en anglais, c'est un peu du basic English, c'est un peu chiant à lire, c'est pas une belle langue. Erika, elle a vraiment un souci littéraire. Elle a un très beau style. C'est très agréable de la lire en anglais. J'espère aussi que ces travaux seront prochainement traduits en français parce qu'elle fait vraiment des choses géniales. J'aimerais bien traduire l'article qu'elle a écrit sur l'histoire de l'architecte à qui on a donné du LSD pour construire un hôpital psychiatrique plus bienveillant, moins anxiogène pour les patients. C'est un article qui est génial. Elle a aussi un super article sur l'émergence du concept de bad trip. euh, toute la propagande qu'il y a eu autour de la conception de cette idée de bad trip qui n'existait pas en fait dans les premières recherches sur les psychédéliques. Donc voilà, elle a écrit plein de choses passionnantes et je vous encourage vivement à la lire. La prochaine fois, on parlera du coup du livre de Nicolas Langlitz, Neuropsychédélia. Et merci à toutes et à tous. On se retrouve sur les réseaux sociaux.